Bonjour, je m'appelle Marilinda Ortega, je suis professeure à l'université Sorbonne Nouvelle et je travaille sur littérature et images sur le 19e, de préférence, mais pas exclusivement, et sur les femmes. Alors, j'ai soutenu en février 1990 une thèse sur Gustavo Adolfo Bécquer intitulée Le travail de l'œuvre sous la direction de Maurice Moyau. Donc à l'université Paris 4. Paris 4. À Paris 4, oui. Très bien. Alors, avant qu'on en vienne aux raisons qui t'ont poussé vers ce sujet précisément, ce poète en particulier, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton parcours, que tu nous dises si cette thèse est l'aboutissement d'une trajectoire banale, entre guillemets, d'hispaniste français, avec une licence, une maîtrise, un DEA, ou est-ce que ta personnalité originale a eu besoin de choses plus originales dans des petits arrêts un peu singuliers? Écoute, je ne vois pas d'arrêt singulier, si ce n'est que, en fait, je ne pensais pas du tout, je ne faisais pas des études comme hispaniste. J'ai un parcours en littérature comparée. Et c'est en littérature comparée que j'ai fait, par exemple, ma maîtrise à Paris 3 sur deux poètes baroques, Góngora et Saint-Amand, et sur le thème des solitudes. Donc, a priori, voilà, je n'avais pas encore, je n'avais pas encore choisi réellement de travailler en tant qu'hispaniste. Et puis, quand le moment de faire un DEA est arrivé, à ce moment-là, j'avais rencontré Maurice Moyau pour justement me, me dire si je me fourvoyais complètement par rapport dans le travail que j'avais entrepris pour ma maîtrise sur cette thématique des solitudes, qui était doublement comparative parce que c'était à la fois des solitudes qui étaient des jardins et des jardins qui étaient des textes. Et, et il y avait deux poètes. Donc voilà, hein, c'était ce croisement. Et j'avais rencontré Maurice Moyau qui m'avait littéralement fascinée en fait par cette espèce d'ouverture d'esprit, de vision euh, du monde. Enfin, c'était un esprit très libre et très créatif en fait. Et du coup, en parlant avec lui, je lui ai dit aussi que j'aimais beaucoup Gustavo Adolfo Bécquer, que j'avais hésité à faire quelque chose plutôt sur le 19e siècle, comparé, hein, mais que non, finalement, j'avais opté plutôt pour ce sujet baroque. Et il m'avait dit, mais pourquoi pas un DEA en espagnol sur Bécquer. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Bécquer, mais pas sur le Bécquer connu, le Bécquer poète, mais le Bécquer prosateur, le Bécquer journaliste. Mon DEA portait sur la frivolité dans l'écriture en prose de Gustavo Adolfo Bécquer, les petits textes en prose en fait. Et
voilà. Donc, Donc, encore quelqu'un qui a été molioisé et, et c'est oui. bien, grâce à lui, il t'a amené vers l'hispanisme. C'est très bien. Bon, et alors du coup, comment est-ce que tu passes de ce sujet de DEA là au sujet de thèse tel que tu l'as formulé, avec les ambitions que tu avais à travers ce travail? Oui. Alors, au départ, donc cette thèse venait comment élargir l'optique que j'avais choisie pour le DEA, dans la mesure où j'avais été frappée par une chose, c'est que ces textes sont des textes dans lesquels s'exprime souvent une souffrance de l'écriture. Souffrance de l'écriture due à une sorte de très grande lucidité quant aux conditions de l'écrivain à l'époque. Et comment finalement l'écriture dans des journaux qui vont être lus et jetés ou qui vont servir à emballer et à faire des cucuruchos pour je ne sais trop quoi, emballer quelle marchandise, c'est une métaphore hein, de Gustavo Adolfo Bécquer, comment rend l'écriture encore plus difficile et cruelle en fait. Et donc voilà, c'est dans cette optique-là que je suis partie. Et puis très vite, en fait, j'ai eu besoin d'aller justement toucher moi-même ces supports qui étaient la cause d'une écriture de la plainte aussi, hein, d'une écriture difficile, tourmentée en tout cas. Et quand je suis allée consulter au sous-sol de la Biblioteca Nacional de Madrid les journaux dans lesquels avaient été publiés ces textes, là, j'ai eu une très grande surprise, une grande révélation qui a été que ces textes étaient entourés d'images. Dans la mesure où ces journaux étaient des journaux illustrés pour la plupart. Et que y avait, en plus de cette souffrance que j'avais perçue, un dialogue, en tout cas quelque chose qui faisait que les textes étaient à la fois les émanations d'images et les accompagnants d'images. Et cette dimension-là, elle était absolument pas perceptible dans les éditions qui étaient à ma disposition, sachant que les éditions des textes, des articles de journaux hein, qui ne forment pas des séries type des Demifelda ou bien les Leyendas, n'ont pas été ou n'avaient pas à l'époque été réunis en volume. Donc, en volume avec les images. Et il y avait une seule édition qui était l'édition Aguilar, mais qui intégrait quelques illustrations, mais sans dire à quel point ces textes étaient, comment dire, articulés et la façon dont ils étaient articulés aux images. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur qu'est-ce que c'était qu'une image, une gravure. Bon, alors du coup, j'ai des questions à te poser sur ces images. Est-ce qu'elles étaient choisies par qui? Par l'auteur, par l'éditeur du journal? Est-ce qu'il y avait bon, parce qu'en dehors du dialogue transmédial, j'ai envie de dire normal, enfin, bon, ça reste à voir ce que c'est que normal, mais est-ce qu'il y avait un positionnement précis à l'intérieur du texte et le cas échéant, pourquoi? Alors, justement,
je me suis rendu compte aussi que tous les textes ne faisaient pas explicitement référence aux images. Et ce que j'ai pu découvrir aussi lors de mes investigations dans les journaux de l'époque, c'est que le texte de Becker faisait en fait très souvent référence à ces images, mais qu'il avait été tronqué dans les éditions pour comme si finalement l'interaction entre le texte et l'image pouvait dévaloriser le texte. Et donc voilà, tous ces éléments-là étaient des éléments de réflexion éditoriale que je n'ai pas développé systématiquement parce que c'était 10 fois trop important. À l'époque, il n'y avait pas de support, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de numérisation, il n'y avait pas. Et le travail, du coup, sur les journaux de l'époque était un travail très, comment dire, un travail de fourmi, Mais, vraiment. mais Et est-ce que tu... Attends, je vais préciser ma question. Est-ce que tu as un cas de figure où très, très visiblement, il y a une modulation de la perception du sens du texte, ou même d'un point de vue simplement diégétique, du fait de la suppression de l'image et de la suppression du dialogue que tu dis qu'il y avait. C'est-à-dire quand tu dis parfois il faisait référence à l'image, est-ce que vraiment d'un seul coup tu te retrouves avec deux versions différentes du texte? alors, tu te retrouves avec deux versions différentes. Enfin, pas, non, justement, le texte ne change pas. Ce qui change, c'est effectivement l'enjeu de ce texte et la dimension de ce texte. Je m'explique. Un des, un des textes en prose journalistique donc de Becker assez connu s'intitule La Semana Santa. Et cette Semana Santa de Séville est dans les fêtes, matériellement à l'époque, accompagnée d'une gravure donc de son frère Valeriano, qui est peintre et dessinateur. Et donc, ce qui m'est apparu très clairement, c'est que dans d'autres textes, Gustavo Adolfo Bécquer revendique pour lui le statut de peintre dessinateur, par exemple dans les Cartas desde mi celda, où il dit je vais aller peindre et dessiner dans la nature qui m'entoure, alors qu'il a un frère qui est peintre, dessinateur, qui l'accompagne dans ses publications périodiques et qu'il systématiquement, dont il tait l'existence. Et du coup, voilà, tout d'un coup, une paire de personnes apparaissait clairement et une autre paire apparaissait matériellement, texte et image. Voilà. Donc, effectivement, hein, c'était des choses assez complexes. Et puis l'autre élément qui est apparu, c'est que j'ai pu nuancer aussi cette notion de souffrance d'écriture par la notion d'éphémère. Travailler dans un support éphémère qui n'est pas le livre. Qu'est-ce que le livre par rapport à ce support éphémère et comment finalement se saisir par l'écriture de l'éphémère, du temps qui passe, de
et il y a une série de textes de Gustavo Adolfo Bécquer qui s'intitule Cualquier cosa, hein, et on en revient à la frivolité en quelque sorte. Donc effectivement, la frivolité avait pris une ampleur dans cette œuvre qui est tout le temps en train de devoir ajouter une nouvelle pièce dans une sorte de course avec le temps. Et de là, cette espèce d'adaptation de l'expression work in progress, hein, qui est très très sensible et qui est vraiment à l'œuvre dans l'écriture beckerienne. Alors j'ai deux autres questions. La première, savoir si ce sont des textes littéraires dans des journaux ou si ce sont des chroniques journalistiques, littéraires. C'est ce que fait notamment García Márquez, tu vois, c'est pour ça que cette curiosité Oui, me vient. oui, Et oui. puis la deuxième question, c'est de savoir si, quand ça a été mis en livre, parce que tu as parlé de livre, est-ce qu'on a respecté l'ordre chronologique, donc d'où l'idée de work in progress qui est importante, parce que c'est l'œuvre en devenir, l'œuvre en mouvement, et un artiste aussi en devenir et en mouvement, ou est-ce qu'au contraire, il y a eu des regroupements thématiques, ou que sais-je? Comment se fabrique le livre à partir du journal? En fait, ce qui est très très étonnant, hein, c'est que l'œuvre de Gustavo Adolfo Bécquer n'a jamais été mise en livre de son vivant. Les éditions datent du lendemain ou surlendemain de sa mort, quand ses amis décident de publier en volume ces textes. Et du coup, ces textes, ces éditions vont répondre à des nécessités ou à des classements, des classifications, à des remaniements, enfin voilà, de tous ordres. Et c'est ça aussi, c'est un élément très très important et très intéressant de voir que la réception du Becker qu'on avait à l'époque était une réception qui avait été remaniée, retravaillée en fonction de ce qu'on pensait être le mieux pour faire connaître Gustavo Adolfo Bécquer. Du coup, ces textes, tous ces textes qu'il fait paraître dans les journaux, par exemple, toute la série intitulée Cualquier cosa, c'est pour moi de la prose poétique très claire. Justement, très et puis cette dimension d'une écriture qui est travaillée par sa finitude, par ce caractère éphémère, par cette cruauté du temps en fait. Hein, donc voilà. Alors moi qui suis obsédée par les questions de continuité, discontinuité, je rêverais de voir ce que donnent deux textes qui ont été publiés dans les journaux à quelques jours d'intervalle, et puis de voir les effets de sens différents que ça produit quand ils ont un autre voisin à droite et à gauche dans la version livre. Mais alors, il y a jamais eu d'édition en livre des journaux avec toutes les illustrations, l'ordre dans lequel ça a été publié initialement? Alors, j'ai fait une tentative au début des années 2000 de publication justement pour essayer de rendre un peu la matérialité des choses pour une seule publication, El Museo Universal, qui est une des plus intéressantes aussi, et pour montrer aussi la diversité des textes et des images.
et comment, par exemple, on peut avoir déjà une collaboration entre les deux frères pour produire des caricatures. Ce qui m'a ensuite amené à travailler sur la caricature. Voilà. Donc, et ça, mais c'était à une époque où les moyens de numérisation, de reproduction n'avaient pas atteint le niveau de qualité d'aujourd'hui. Et donc, c'est un livre qui reste très, comment dire, d'une qualité matérielle assez médiocre. Oui, alors, mais bon, ça a l'air. Moi, je t'avoue que je ne les connais pas du tout, ces textes, hein, donc là, je fais vraiment la néophyte lamentable. Toi qui es si drôle, est-ce que ça m'a l'air très sérieux tout ça? Est-ce qu'il y en a au moins un drôle dont tu me conseilles la lecture? Je pense pas qu'ils étaient drôles. Vraiment, hein, sérieusement, ils n'étaient pas drôles du tout. C'est pas. Non, non, non. Non, non, je peux sembler, je peux sembler drôle, hein, et je peux le présenter d'une façon comment légère, peut-être à cause justement de cette frivolité aussi. Mais la frivolité ne signifie pas le manque de sérieux en fait. Bien Et, sûr. du coup, non, non, c'est des textes qui ne sont pas. Enfin, là, tu me poses un peu presque une colle, je dirais, parce que j'essaye de repasser rapidement euh, les textes de Becker et ils sont pas vraiment drôles. Bien, alors du coup, si tu devais résumer en quelques phrases ce que tu as voulu démontrer dans cette thèse, quelle est la thèse de ta thèse? La thèse de ma thèse, c'est que euh, du point de vue de la prose, Gustavo Adolfo Becker, mais c'est vrai aussi pour sa poésie, hein, Becker n'a jamais pu considérer qu'il faisait œuvre et que il était lancé en quelque sorte dans une dynamique dont il ne voyait absolument pas le bout et où il ne pouvait pas ou bien où il ne pouvait pas ou bien il avait beaucoup de mal à pouvoir euh, se reconnaître et être reconnu comme écrivain. Voilà. Et que ça, c'est un fil qui court absolument dans toute son œuvre, d'où aussi cet espace de reflet de l'écriture, de miroitement de l'écriture dans des images Mm. qui, elles, font œuvre parce qu'elles sont, voilà, elles sont finies Je comprends et très bien. c'était voilà cette notion vraiment de cruauté et de difficulté en fait. Alors, ultime question sur le contenu de ta thèse. Avec tout ça, je ne sais pas pourquoi précisément cet auteur-là. Tu as eu un coup de foudre au lycée. Pourquoi Beckett? Parce que je l'avais lu très tôt. Je faisais pas d'espagnol, hein, j'ai commencé l'espagnol très tard, en classe prépa pour pouvoir passer le concours, parce qu'on avait découvert que je ne pouvais pas passer le concours en faisant les langues que je faisais jusqu'alors. Mais ça ne m'empêchait pas de lire, lorsque j'étais adolescente, de la littérature espagnole, en espagnol. Et j'avais découvert ce petit volume de poche chez Aguilar
des œuvres de Becker où étaient consignées à la fois, enfin éditées à la fois les poésies et les poèmes et les proses. Et en fait, quand je parlais de Becker, tout le monde me citait les poèmes toujours et jamais les proses. Voilà. Et ça m'avait déjà interpellée, on va dire. Voilà. Et quand j'en avais parlé à Moyo, Moyo m'avait dit pour le DEA, oh, une idée extraordinaire. Justement, j'allais y revenir à Moyo. Alors, est-ce que tu peux nous dire, alors si tu veux nous expliquer un peu comment vous avez travaillé tous les deux pour cette thèse, ce sera avec grand plaisir. Et puis après, est-ce que tu peux évoquer les autres personnes qui ont été importantes dans cette thèse, pour toi? Alors, c'est mêlé en fait aussi au jour de la soutenance. Parce que, en fait, à l'époque, il y avait très peu de textes sur les textes en prose. Et donc très peu de choses, très peu d'études sur les textes en prose. Et les quelques rares éléments que je trouvais intéressants et importants, c'était Robert Pajard qui les avait publiés dans les années 50, 55, 60, ce qui remontait déjà à quelques années de là, et qui faisait que j'avais une sorte de panthéon de noms de professeurs qui étaient soit américains, soit allemands, soit quelques Français qui avaient travaillé sur les œuvres en prose. Et je dis Panthéon parce que, étant donné la date de publication de ces travaux, je pensais qu'ils étaient tous morts. Et donc, voilà. Et le jour de la soutenance de ma thèse à Paris 4, dans les locaux, dans le bureau très exactement que se partageaient à l'époque Maurice Moyau et Jean-Claude Chevalier, je crois que c'était, ils se partageaient ce bureau à deux, ou à trois peut-être même, avec Carlos Serrano, je ne sais plus. Eh bien, la date de soutenance a été décidée un peu dans la précipitation. À l'époque, c'était encore possible. Et en fait, on a soutenu dans ce bureau où il y avait très peu de place, évidemment. Donc, je n'ai pas pu inviter grand monde à cette soutenance. Mais alors que nous allions commencer, est arrivé un homme très grand, chauve, avec des lunettes avec des verres très très épais, qui s'est assis et voilà. Bon, donc la soutenance a eu lieu et puis à la fin de la soutenance, après quelques échanges avec les membres du jury, je reviendrai sur les membres du jury, eh bien, mon premier mouvement a été de me tourner vers ce monsieur qui avait débarqué et lui demander, enfin le saluer, le remercier d'être venu et lui demander qui il était. Et en fait, c'était Robert Pajard. Et ça m'a fait l'effet vraiment d'une sorte de personnage redivivo, hein, qui sortait de sa boîte pour venir. Et il me semblait déjà très très vieux. Et ça a été le début d'une longue amitié avec Robert. Et je suis très contente de pouvoir parler de lui, enfin que tu me donnes cette occasion de parler de lui, parce qu'il est mort il y a 1 an du Covid.
et que je n'ai pas pu l'accompagner comme je l'aurais souhaité dans ces derniers moments. Eh oui. Voilà. Bon, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières pour faire cette thèse? Alors en dehors de la constitution du corpus, est-ce que tu vois des choses qui seraient liées spécifiquement au sujet et des difficultés générales, peut-être l'écriture ou la conception du plan? En fait, c'était d'arriver à dégager du temps. Dans la mesure où, à l'époque, j'étais Anna à l'université de Rouen, ancienne normalienne agrégée à l'université de Rouen, que j'avais un service de 192 heures et assez lourd parce que l'équipe de Rouen à l'époque était très accueillante et très, ils étaient extraordinaires et ils me faisaient vraiment confiance dès le départ et ils m'ont donné des cours pour les concours, pour le CAPES. Ce qui était à la fois une très grande marque de confiance, mais aussi un poids très lourd par rapport à la rédaction d'une thèse. Voilà. Donc ça a été ça. Ça a été 4 années où j'ai couru littéralement après le temps pour pouvoir rédiger la thèse. Donc Voilà. pas de problème particulier pour l'écriture, tu écris facilement? Non, 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 ça a été horrible. Et heureusement, à l'époque, j'habitais à côté des Buttes-Chaumont et j'ai pu rédiger une partie de ma thèse à l'ombre des platanes et du grand hêtre rouge il y a un hêtre rouge qui m'a beaucoup accompagnée au Buttes-Chaumont dans la rédaction. Alors venons-en à la soutenance. Tu as dit tout à l'heure: «Je reviendrai». Alors moi déjà Ah oui, je suis étonnée par cette histoire de bureau, mais bon, tu pourras expliquer, Alors est-ce que tu peux redire, de manière plus précise qui étaient les professeurs qui composaient le jury? alors, euh, en l'occurrence, donc Maurice Moyot était mon directeur de thèse, mais il a été absent du jury. Il était très malade, il était à l'hôpital, il a rédigé une, comment, son compte rendu, hein, de son rapport. Et ce rapport, malheureusement, Carlos Serrano, qui était le président du jury, a oublié de l'intégrer à mon rapport final. Et je ne m'en suis aperçue qu'ensuite, et il avait jeté les feuilles, le, les feuilles manuscrites. Donc voilà, c'est les aventures mais c'est des choses qui pouvaient se passer à l'époque, mais qui aujourd'hui, bien évidemment. En plus, on était entre deux. La législation venait de changer, c'est-à-dire que c'était les tout débuts de la thèse nouvelle formule. Donc, les questions, chaque université faisait les choses un peu à sa façon. Enfin, c'était assez. Ça avait un côté vraiment très aventureux, en fait, qui n'était pas pour me déplaire. Et donc, Carlos Serrano était le président du jury. Se trouvait également à ce jury Michel Ramon, pour tout ce qui était justement la partie poétique, prose poétique, etc. Et puis Jean-Paul Guinard, 18e, 19e, qui était très intéressé en fait par cette thèse et cette période.
et donc, comme disait en rigolant Maurice Moyau quand je l'ai vu à l'hôpital, tu imagines, tu as un jury avec un cojo, comment c'était, avec con dos cojos, y vas a estar y va a estar sentado Carlos Serrano en el sillón del manco. Et donc voilà, c'était la tradition, hein, il y avait un fauteuil qui était el sillón del manco et que Maurice Mouillot affectionnait particulièrement. Donc voilà, c'était ce jury et ça a été un jury très attentif, très présent, euh, très stimulant, très critique aussi. Et, et vraiment, quand j'y pense aujourd'hui, c'est quelque chose qui était totalement hors des clous. Et alors, en dehors de la présence inquiétante du revenant, toi, tu te sentais comment sur un petit nuage? Tu avais peur? Moi, j'étais très déçue de l'absence de Maurice. Et puis en même temps, une grande satisfaction, oui, d'avoir pu, moi, clore cette thèse. Parce que je pense avoir souffert, m'être tellement identifiée à Gustavo Adolfo Bécquer que j'avais l'impression d'un processus qui ne pouvait pas avoir de fin, en fait. Non pas quant à l'écriture, mais à cette difficulté à finir, qui est, après, je l'ai remarqué, hein, en parlant avec d'autres et en voyant avec mes thésards, finir une thèse, c'est quelque chose d'horrible, de terrible. C'est vrai. De mettre le point final, c'est compliqué, ouais. Et Ouais. dis-moi, dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse que tu es aujourd'hui continuent d'être influencées par ce travail-là? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je continue de travailler depuis lors sur justement les conditions d'édition, beaucoup, au 19e siècle, sur les images du 19e siècle, leur statut, leur façon de s'entremêler et de s'imbriquer au texte, en fait. Et, chaque situation, en quelque sorte, est particulière, en fait. Il y a quelques fils, quelques lignes directrices, mais chaque situation crée un rapport différent. Et puis, j'ai pu développer le travail sur la caricature, en fait. Et ça, c'est vraiment grâce à ces frères Becker qui ont fait des caricatures à quatre mains ou à deux mains, on ne sait pas exactement. Et puis aussi sur l'instance du féminin dans l'écriture, qui était un autre axe qui m'était apparu en travaillant sur les textes de Becker et qui s'est développé d'une autre façon puisque j'ai commencé à travailler à partir au tout début des années 2000 sur l'histoire des femmes au 19e siècle en Espagne. Et Bon, c'est des lignes directrices qui continuent de conformer mon travail, en fait. et alors, il t'arrive de travailler sur la poésie de Beckel et le cas échéant, comment est-ce que tu le présentes aux étudiants pour que ce soit pas trop... Alors, ou que ça paraisse artificiel, ou que ça ne parle pas, comment tu t'y prends pour les amener au texte? Je n'ai jusqu'à présent jamais travaillé
avec les étudiants sur la poésie de Becker. J'ai travaillé sur les lettres, les textes, la série de textes Desde mi celda, mais jamais sur la poésie. C'est un choix, c'est... C'est un choix. Ok. Bon. C'est un choix. Ça me paraît beaucoup trop intime. Voilà. Ah, ton auteur et ton auteur et ton auteur. Très bien. Quelque chose comme ça. Ouais, ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai remarqué tout à l'heure que quand je t'ai dit, ça ne m'a pas échappé, hein, quand je t'ai dit, mais alors pourquoi Beckett, tu t'as un peu biaisé en me disant, j'étais tombée sur cette petite anthologie, j'avais vu que les textes de prose étaient négligés, et je me suis dit, bien. Donc en tout cas, c'est un poète qui te parle à toi, la personne. Très bien. Aussi. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là, que j'insiste toujours pour que les étudiants qui viennent vers moi pour un sujet de thèse, je ne parle jamais, je ne leur impose jamais de sujet. Je parle toujours avec eux pour connaître leur centre d'intérêt, mais pas les centres d'intérêt qu'on met dans un CV, la planche à voile et le saut à la perche. et les collections de timbres, mais quelque chose justement de l'ordre de l'intime et de l'histoire personnelle, parce que la recherche, pour qu'elle ne soit pas complètement... il faut aussi qu'elle ne soit pas complètement désincarnée, en fait. Il faut qu'elle fasse corps d'une certaine façon avec le chercheur. Et surtout, aujourd'hui. Mais malgré tout, enfin non, j'enlève le mais. Est-ce qu'en littérature, pour faire une recherche, tu vois, de l'ordre de l'analyse textuelle, alors je ne dis pas qu'on devient des machines, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas nécessité quand même de un peu oublier le lecteur qu'on a été quand on a approché le texte? Ce lecteur-là, je veux dire. Oui, alors c'est peut-être, enfin, justement, les thèses que j'ai pu, diriger, que j'ai eu la chance de diriger, sont des thèses qui portaient moins sur une analyse précise, sur la littérature uniquement, et plus justement sur des composites. Oui. Hein. Et c'est, d'abord, je dois remercier tous ces étudiants qui sont venus vers moi, qui m'ont témoigné cette confiance, et qui m'ont fait confiance aussi dans le fait que, enfin, qui m'ont fait confiance pour les accompagner sur un chemin qui était loin d'être balisé. Voilà. Et alors, c'est quoi les conseils que tu leur donnes à ces jeunes gens, à part de choisir un sujet, pas uniquement avec leur tête, mais aussi avec leur cœur? Aujourd'hui, je suis un peu, justement, je pense que la, la résonance que ça peut avoir en eux est très très importante, parce que il n'est pas sûr que ces jeunes, avec leur thèse, puissent s'engager comme nous l'avons fait dans ce métier. Et du coup, il est d'autant plus important qu'ils aient la conscience que le temps qu'ils ont passé dans cette recherche leur a apporté aussi quelque chose à eux, personnellement, un enrichissement, une connaissance d'eux-mêmes.
alors ça paraît très ambitieux ou très... mais c'est de cet ordre-là. Parce que sinon, moi, à l'heure actuelle, je ne peux plus diriger de thèse. Sinon, c'est tellement, tellement difficile de savoir quel est leur avenir avec cette thèse. S'ils ne feraient pas mieux d'aller, je ne sais pas, faire autre chose. D'abord, il faut qu'ils aient une détermination très grande, qu'ils y croient. Donc ce serait le conseil, c'est de bien réfléchir au pourquoi de la thèse et à la nécessité d'en faire une œuvre, l'œuvre de soi-même, en fait. Aussi, oui, c'est ça. Enfin, pas l'œuvre de soi-même, peut-être parce que c'est bien jeune, La construction de soi-même. mais en tout cas que ça participe à la construction de soi-même. Oui. Bon, est-ce que tu fais partie des gens qui ont relu leur thèse et si oui, longtemps après la soutenance, et est-ce que ça a été facile ou douloureux? Je n'ai pas relu ma thèse. Par choix? J'ai publié après la soutenance de ma thèse, bien après, une partie enfin, que j'ai remanié pour un long article dans une revue espagnole. Du coup, ça m'a amené à relire cette partie-là et à la retravailler. Mais sinon, non, non. Non, parce que justement, c'est une espèce de socle à partir duquel j'ai avancé. C'est une étape, point. Oui, tout à fait. Du coup, j'imagine que tu fais pas partie de ces fétichistes de l'objet du livre, la thèse, et qu'elle ne trône pas derrière toi en bonne place. Non, 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 d'ailleurs, elle n'est pas là. Oui, je vois. Alors, pour finir, est-ce que tu peux nous lire, ah ben, du coup, tu vas avoir, sauf si tu en as une version numérique, tu ne peux pas nous lire la première page de ta thèse et nous en faire un commentaire. Quel dommage, j'aurais bien aimé savoir comment Marilinda Ortega avait attaqué sa thèse. Oui, moi aussi, j'aimerais bien. Là, justement, que tu me poses cette question et je me demande comment j'ai commencé. Eh ben, Je ne écoute, m'en souviens plus du tout. Bon, il faut dire que le temps ne fait rien à l'affaire, hein, et que ça fait plus de 30 ans maintenant que j'ai soutenu cette thèse. Donc, alors, à défaut d'avoir la première phrase, est-ce que tu peux nous dire sur quoi portait ton inédit d'habilitation à diriger des recherches? justement, sur le rapport texte-image et sur la volonté et la nécessité de développer un pan de l'hispanisme sur cet objet composite et qui est, je pense, très important. Et finalement, au 19e, c'est fondamental pour comprendre une bonne partie de la littérature du 19e siècle, en tout cas en Espagne. Oui, et en plus, ça peut donner des outils intéressants pour penser la littérature aujourd'hui sur les autres supports, par exemple sur Tout à Internet. fait, Ouais. tout à fait, tout à fait. Les romans graphiques, enfin, il y a justement, et le foyer de toutes ces possibilités-là apparaît au 19e siècle et Ouais. va être développé hein, par certains écrivains. Par exemple, Pérez Galdós, on a la pointe émergée de l'iceberg Pérez Galdós et une pointe conséquente hein, avec tous ces romans.
Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est quelqu'un qui découpait et faisait des collages d'images et que ces images lui ont servi ont servi de support à certaines descriptions, à certains à la mise en place de certains chapitres, de certaines métaphores, enfin, qu'il a utilisé des caricatures comme métaphore du monde qu'il est en train, de la société qu'il est en train de décrire. Enfin, voilà. C'est Merci beaucoup, Marie-Linda. Doublement, parce que tu le sais, on voit bien Molio, l'importance qu'il a eu pour toi. Moi, j'ai une toute petite poignée d'anciens de mes professeurs qui sont des héros à mon panthéon. Et tu sais très bien que tu en fais partie. Donc, pour moi, c'était vraiment un immense plaisir et un honneur de t'interviewer pour Merci. ce projet Ma thèse. Merci beaucoup. Merci Caroline.